aussi il a besoin, le besoin de quoi de microtubules se fait sentir. Je les entends. Oui. Menino. Menino, coca la mayo. Allô? Bonjour à tous. Bonjour. Nous allons commencer ce webinaire et avant cela, je vais vous demander de désactiver, s'il vous plaît, vos micros. D'accord. Désactivez vos micros. C'est le deuxième icône, c'est la deuxième icône de votre gauche en bas de l'application. Voilà, donc je vous souhaite tous la bienvenue dans cette série de webinaires de renforcement des capacités sur la recherche action et la recherche opérationnelle que la communauté de pratique, planification et budgétisation du système de santé organise. Commençons aujourd'hui avec la recherche action et ce sera avec le professeur Valérie Reed et deux de ses collaborateurs, Monsieur Ludovic et Monsieur Aka. J'espère que ces webinaires vont accroître nos capacités en la matière et que cela aurait des retombées positives pour la santé des populations des pays dans lesquels nous travaillons. Donc, sans plus tarder, je vais maintenant donner la parole au professeur Valérie Reed pour commencer le webinaire. Merci. Alors, merci Nadège, bonjour à tout le monde sur la planète. Merci à la communauté de pratique et notamment à Nadège et Joël pour cette invitation à notre équipe à vous parler et vous présenter nos réflexions sur la recherche-action dans les systèmes de santé. Alors nous allons vous présenter ce webinaire en deux grandes parties. Une première partie où nous allons revenir sur certains éléments théoriques, épistémologiques et conceptuels de la recherche-action, car il nous semble important de revenir sur ces éléments-là, puisque c'est une approche de recherche assez particulière qui est souvent mise en place sur le terrain, mais et parfois on manque un peu de recul théorique, donc on fera un retour rapide sur ces enjeux-là. Et ensuite, nous avons décidé de vous présenter la pratique de la recherche-action. Alors ces dernières années, nous avons réalisé plusieurs recherches-actions, notamment au Burkina Faso, mais faute de temps, nous allons vous en présenter qu'une seule, qui est une recherche-action qui nous semblait la plus pertinente pour les membres de la communauté de pratique, et qui sera présentée en deux temps. Dans un premier temps, Ludovic Cueil va nous présenter l'ensemble du processus, ce qui s'est passé et quels ont été ses résultats les plus importants. Et dans un second temps, le docteur Boniaka d'Abidjan, en espérant qu'il arrive à se connecter d'ici là, va nous présenter son analyse de cette démarche qu'il a réalisée a posteriori. Malheureusement, on aurait aimé avoir la présence de nos partenaires principaux sur place au Burkina, dont je mentionne les noms ici en bas de la diapositive, mais pour de multiples raisons, notamment parce qu'on parle d'un district en brousse avec une connexion Internet difficile, et puis il y a également une conférence en ce moment au Burkina, où certains de nos collègues sont présents. Donc on va présenter avec eux, pour eux, mais vous allez comprendre la démarche participative dans les prochaines diapositives. Alors, la première partie concerne donc la théorie sur la recherche-action. Quand vous regardez le mouvement actuel pour développer des recherches sur les politiques et les systèmes de santé, et notamment ce livre dont je fais ici référence, qui a été coordonné par l'Alliance et l'OMS, et qui vous donne un certain nombre d'éléments essentiels sur la manière dont on réalise
de la recherche sur les systèmes et les politiques de santé, la recherche-action est identifiée comme une des pratiques et des compétences essentielles que doivent que doivent avoir les différents professionnels de la santé, également les chercheurs. Donc c'est un élément important de savoir comment on fait de la recherche-action et pourquoi on fait ça. Alors quand on regarde les différents types de recherche, et là de manière un peu plus générale, on se rend compte qu'il y a 4 grands types de recherche essentiellement, et on caricature évidemment pour les fins de la présentation. Il y a les recherches de type exploratoire, on va essayer de comprendre et d'appréhender pour la première fois un sujet. Il y a les recherches descriptives, là on va surtout faire des analyses qui vont décrire une situation mais sans aller en profondeur dans la compréhension. On a également les recherches de type explicative, où nous allons essayer d'avoir une approche pour essayer de mettre au jour les relations causales, notamment dans les recherches interventionnelles. Mais nous avons également les recherches émancipatrices, à gauche, qui vont favoriser notamment le changement social et notamment le changement dans la société et dans les systèmes de santé. Et la recherche-action s'inscrit essentiellement autour de ces questions de recherche émancipatrice. Évidemment, je n'irai pas trop loin dans ces questions de nature épistémologique et paradigmatique, mais je pense qu'il est important de bien comprendre que lorsqu'on fait de la recherche, on s'inscrit dans 3 grands courants de pensée, que sont le positivisme, le réalisme ou le relativisme, qui vont porter des réflexions sur la nature des connaissances, les disciplines que nous allons mobiliser, les questions de recherche évidemment, mais aussi les approches et les devis. Alors les devis au sens de design en anglais, donc la manière dont on va réaliser des recherches dans le système de santé. Je ne rentrerai pas dans ces détails, mais c'est important de bien comprendre que la recherche-action est plutôt dans un courant de nature relativisme et réalisme, et pour certains auteurs, on est même plutôt dans un paradigme d'approche participatif, ou un paradigme participatif, où la connaissance et la prise de conscience d'un certain nombre de personnes ne peut se réaliser que par la participation de ces mêmes personnes au processus de recherche. Et donc dans ce, on va dire, 4e paradigme ou 4e colonne de ce tableau que nous vous présentons ici, on pourrait également suggérer un paradigme de nature participative. Évidemment, dans le jargon de la recherche, l'une des difficultés, et je pense que vous aurez une autre discussion un peu plus tard dans le webinaire sur la recherche opérationnelle, mais il existe de très nombreuses terminologies pour parler de très nombreux types de recherche. Ici, je vous ai rapidement listé ce qu'on entend autour de la recherche opérationnelle, interventionnaire, communautaire, participative, militante. Je ne ferai pas la liste de tout ça, mais on a une vision un peu globale ici de ces questions-là. Ce qu'il faut bien comprendre, je pense, c'est que la recherche-action n'est pas une évaluation uniquement, n'est pas une recherche toute seule, et n'est pas une action tout seul. Mais c'est vraiment la totalité de ça, et c'est la volonté de tenter de résoudre un problème où une recherche et une évaluation sont faites dans la perspective de changer quelque chose. Et ce n'est pas un évaluateur ou un chercheur seul qui va réaliser la plupart de ces travaux. Et ça va être un travail essentiellement d'équipe et participatif. La recherche-action n'est pas une méthode. La recherche-action, pour nous, est une approche, est une manière de réaliser une recherche qui vise essentiellement à comprendre et à améliorer le monde pour le changer. Alors, le monde est un bien grand mot, mais dans le contexte de nos communautés de pratique, on va plutôt parler d'améliorer une intervention de santé publique ou améliorer un système de santé. Et on est vraiment autour de cette question. Comment je fais pour comprendre un système et comment je fais pour tenter de l'améliorer et de le changer, et si possible, de le changer en bien. Et le mot-clé ici, est changer. Donc on est vraiment dans une perspective de changement. Je pense que c'est le mot-clé
qu'il faut ici retenir. Alors évidemment, vous avez des auteurs illustres qui ont travaillé depuis très longtemps sur ces enjeux. Ici, je vous ai mis 4 photos de ces personnages clés. En haut à gauche, vous avez Kurt Lewin, qui est l'un des premiers dans les années 40 aux États-Unis à avoir évoqué ce genre de processus. Mais ensuite, vous avez ces 3 sages à droite qui sont, eux, derrière ces mouvements et qui ont beaucoup écrit autour de ces questions-là. Alors, en haut à droite, vous avez le sociologue colombien Fals Borda, qui est très important et qui a beaucoup écrit. Alors, évidemment, vous avez Paulo Freire, ce vieux monsieur à la barbe blanche, et un peu moins connu au niveau international, mais évidemment très connu en Afrique de l'Ouest, Joseph Kizerbo, qui a écrit un peu moins et un peu moins en anglais, donc il est un peu moins connu, mais il a aussi, lui, participé à cette réflexion sur le mouvement des recherches-actions. Je pense qu'il est important de comprendre que le processus de recherche-action existe maintenant depuis au moins 70 ans. Il y a eu 3 grands courants ou 3 grandes étapes. Une première étape de nature plutôt positiviste autour de Kurt Lewin, qui a essayé de sortir de son laboratoire dans les années 40, juste après la Seconde Guerre mondiale, et qui a essayé de regarder ces objets de recherche de manière un peu différente. Ensuite, le deuxième courant est le courant pragmatique, où dans les années 70, on a essayé de mobiliser des équipes interdisciplinaires en collaboration pour essayer de changer les pratiques. Et on était vraiment dans une perspective pragmatique. Et dans les années 80 est né un courant de recherche-action plus critique, où là on est allé au-delà de la changement pragmatique des pratiques. On a visé plutôt une perspective, une réflexion de nature émancipatrice, donc de changement plus social et de changement politique. Vous avez certains auteurs qui vont aujourd'hui également évoquer le fait qu'il y aurait une 4e génération dans l'histoire de la recherche-action, de génération où ça serait plutôt des recherches-actions menées essentiellement par des groupes et des groupes communautaires. La différence avec l'approche critique n'est pas toujours très claire, donc je ne l'ai pas cité, mais sachez qu'il y a certains auteurs qui évoquent également ces enjeux autour de ça. Alors la définition, évidemment il faut vous proposer une définition, il y en a de très 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 nombreuses. On a retenu aujourd'hui, dans le cadre du webinaire, la présentation de cette définition adapté d'un livre célèbre de Peter Reason et Hilary Bradbury, mais qui emprunte évidemment à toute l'histoire que je viens d'évoquer avec vous, qui nous dit que finalement une recherche-action n'est possible qu'avec, pour et par les personnes et les communautés impliquées, à la fois dans les questionnements et la production de sens, pour informer la recherche et l'action dont elle est le cœur. Alors, il faut retenir ici essentiellement le avec, pour et par. Nous impliquons dans le système, pas les ASC, hein. Nous impliquons dans le système la communauté. Il y a un micro, ok. Donc, avec pour et par, je pense que c'est important de bien retenir ça, en disant qu'une recherche-action est faite vraiment non pas par un chercheur ou une équipe de recherche qui vient regarder ce qui se passe, mais par un collectif avec les personnes concernées et impliquées par... de renforcer les capacités des communautés à changer de comportement et à adopter des moyens. Et ce qui est important, c'est le « et » également, parce qu'on est vraiment derrière l'action, et que le cœur de la recherche est aussi... La recherche est vraiment l'action. Alors, les grands principes de la recherche, action, sont ces 5 grands points. Le premier, c'est qu'une recherche-action vise vraiment le changement social, ou le changement de pratique, ou le changement des systèmes de santé et des interventions. Donc on est au cœur de cette question-là, et également au fait que les acteurs impliqués dans ce processus, qu'ils soient chercheurs, intervenants, communautés, acceptent la responsabilité de participer à ce changement. La relation entre les chercheurs et les participants est complexe et non hiérarchique. Alors, c'est pas le grand professeur ou le grand médecin ou la personne qui sait tout qui va réaliser la totalité des choses et qui décide de tout. Il y a un processus complexe et non hiérarchique
entre les gens, où les relations de pouvoir sont connues et les relations de pouvoir sont également prises en compte et comprises. Enfin, évidemment, on parle ici de connaissances contextuelles. Il ne s'agit pas de connaissances qui s'appliquent au monde entier ou de connaissances de laboratoire. Il s'agit de connaissances qui sont spécifiques autour de ce sujet sur lequel la recherche-action a porté. Les principes de la recherche-action sont également présentés par Micheli comme ces 4 grands éléments. Une recherche-action, elle est appliquée. Donc on n'est pas sur la recherche théorique, on est appliqué à un objet particulier. Elle est impliquée dans le sens où l'ensemble des parties prenantes sont impliquées dans le processus du début à la fin. Elle est engagée. Alors on fait une recherche-action pour changer les choses. Donc on est vraiment dans un processus d'engagement. Et enfin, elle est imbriquée puisqu'elle prend en compte le contexte social dans lequel elle est réalisée. Et l'ensemble des processus sont dans un contexte. Et la nature de contexte, le rôle du contexte est au cœur de ces réflexions. Alors, comme je disais tout à l'heure, une recherche-action est un processus. Et finalement, on peut le représenter de manière très simple. Et vous allez retrouver dans de multiples ouvrages, de multiples représentations cycliques de la recherche-action. Mais le plus simple est cette représentation, où vous voyez que l'action se nourrit de la réflexion critique, et la réflexion critique va nourrir l'action, et qu'on est dans un cycle de processus où on réfléchit, on agit, on essaye d'améliorer les processus et on essaye d'améliorer les systèmes de santé et les interventions de santé. Ce processus cyclique dans les années 40 ici avait été présenté par Kurt Lewin dans des systèmes cycliques un peu plus complexes que les seulement 2 branches que je viens de présenter. Et il n'est pas nécessaire de retenir tous ces détails, mais il est important de retenir que nous sommes dans ce processus cyclique qui vous est également présenté ici en anglais, je suis désolé, dans ce livre qui vient de sortir, dont je vous donnerai la référence tout à l'heure, sur les différents processus de recherche-action, où vous voyez en bas, on commence par un processus où on va essayer de réfléchir de manière systématique sur notre expérience, pour ensuite l'analyser et réfléchir dans un 3e temps aux actions qu'il faut mettre en œuvre, mettre en place ces actions et les analyser, les évaluer, les étudier, pour ensuite également avoir un processus systématique d'apprentissage sur ce que nous avons fait, pour rendre compte de ce que nous avons fait, rendre compte des parties prenantes, mais aussi être en mesure d'améliorer et de continuer les actions dans lesquelles nous fonctionnons. Et vous verrez tout à l'heure, Aka Boni vous présentera un processus qui vous montrera comment ce processus cyclique fonctionne. Les méthodes. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, la recherche-action n'est pas une méthode, la recherche-action pour nous est plutôt un processus, une approche qui va évidemment, comme toutes les recherches, mobiliser de multiples méthodes. Il n'y a pas une méthode particulière à une approche en particulier. Évidemment, dans les recherches-actions, on va essentiellement, surtout, utiliser des méthodes qualitatives et interactives, mais pas seulement. Vous verrez tout à l'heure dans l'exemple présenté par Ludovic Cueil que des questionnaires et des nombres et des chiffres et des analyses statistiques peuvent aussi être mobilisés sous certaines conditions comme méthode de recherche-action. Ici, je vous ai cité la plupart des méthodes de recherche les plus traditionnelles dans ces processus. Les cartographies conceptuelles, les photo voice, les vidéo voice, les vidéos participatives, les différents types de diagrammes participatifs, les questionnements, les classements, bref, il y en a beaucoup. Ce qui est important ici de retenir, c'est qu'il y a des multiples méthodes et qu'évidemment, comme toujours dans la recherche, la méthode doit suivre la question de recherche et non pas l'inverse. Et la méthode doit être la plus systématique possible et la plus utile pour répondre à nos questions de recherche. Un autre élément important dans la recherche-action est le processus de réflexivité. Alors la réflexivité doit être un processus concomitant
donc en permanence et parallèle à l'ensemble des processus de recherche, mais aussi à la fin, après la recherche-action, il est important de se poser des questions sur ce qu'on a fait et comment on l'a fait, et on vous donnera un exemple un peu plus tard dans nos présentations, mais ici, on vous présente des questions clés qui peuvent être utiles à ceux qui sont engagés dans des processus de recherche-action pour se questionner sur ce qu'ils ont fait, pourquoi ils l'ont fait, comment pourraient-ils le faire mieux et comment auraient-ils pu le faire mieux et comment ils le feront mieux pour la prochaine fois. Bref, je ne passe pas en revue ces questions, mais ce qui est important de noter, c'est qu'il faut qu'il y ait ces moments de réflexivité pendant le travail, pendant la recherche, mais également après et à la fin, de manière à rendre des comptes et à tirer des leçons sur l'ensemble de ce qu'on a fait, des leçons très générales pour partager à la communauté, mais aussi des leçons spécifiques pour nous, pour notre propre recherche-action, pour que ça puisse mieux fonctionner. Alors je termine avec 2-3 diapos sur la question des critères de scientificité. La recherche-action est une recherche, et donc évidemment c'est de la science. Alors évidemment, quand on fait de la science, quand on fait de la recherche, il faut qu'on s'interroge sur la validité de ce qu'on fait et de comment on le fait. Alors évidemment, la recherche-action, si on pense que la recherche-action va définir, par exemple, un savoir objectif, généralisable, et va permettre de produire des prédictions à toute épreuve, il est clair que si c'est cette définition de la science que nous avons, la recherche-action n'est pas scientifique dans ce sens-là. Mais la science n'est pas ça, elle n'est pas uniquement ça, elle peut s'éloigner de cette vision positiviste et elle peut s'interroger sur ce qu'on fait dans une perspective participative dans les paradigmes que j'ai présentés tout à l'heure. Il est important dans la recherche-action, et les critères de scientificité sont un peu différents que la recherche épidémiologique, par exemple. On s'interroge dans la recherche-action comme critère de scientificité sur la pertinence sociale des connaissances. Est-ce que c'est utile ce que j'ai fait? Est-ce que c'est utile? Est-ce que les connaissances que j'ai produites sont utiles? Est-ce que le savoir que j'ai produit, que j'ai partagé, tient compte du contexte et de la situation dans laquelle il a été fait, il a été utilisé? Est-ce que je vais pouvoir utiliser ces connaissances pour améliorer le processus? Est-ce qu'il y a une congruence entre ce que le chercheur a observé pendant sa participation à la recherche-action? Est-ce que les participants, eux, ont pensé et ont vu et ont agi leurs expériences par rapport à cette observation? S'il y a cette congruence, on est proche de ces critères de scientificité qui doivent être posés quand on utilise ça. Évidemment, comme toutes les recherches, il faut que les designs, les devis, les protocoles qu'on utilise et les méthodes soient des protocoles et des méthodes reconnus pour que ça puisse être utile et que ça puisse fonctionner autour de ces enjeux-là. Mais on peut voir également la validité des recherches-actions dans une autre dimension. Et ici, vous avez des auteurs qui nous présentent et nous proposent que les recherches-actions doivent être analysées d'un point de vue de la scientificité autour de 5 grandes dimensions de la validité. D'abord, la validité des résultats pour les acteurs. Si les résultats que nous présentons et que nous partageons avec les acteurs sociaux qui ont participé au processus ne sont pas valides pour eux, alors il y a un problème. Donc la validité des résultats pour les acteurs qui ont participé est essentielle. Ensuite, vous avez évidemment la validité démocratique. Il faut que le processus soit dans une perspective démocratique. La validité catalytique. Il faut que le processus de recherche-action soit valide dans le sens où il va permettre de renforcer et de mettre au jour des problèmes et de catalyser la réflexion pour résoudre un certain nombre de soucis. Il faut une validité de processus, autrement dit, il faut qu'on soit dans un processus d'apprentissage continu, d'amélioration des systèmes et permettre aux gens, dans le processus, d'améliorer les systèmes. Et là, je vous renvoie aux travaux de Michael Patton sur l'évaluation développementale, qui sont certainement intéressants également à regarder. Et finalement, la validité dialogique, autrement dit, cette perspective critique, ce dialogue critique et constructif entre l'ensemble des parties prenantes autour de ces processus. Alors évidemment, la littérature nous a mis au jour un certain nombre de défis majeurs sur les processus de recherche-action. Il faut un environnement favorable,
Si dans votre processus, les gens ne pensent et ne croient qu'aux chiffres et aux méthodes épidémiologiques, évidemment la recherche-action va être difficile à mettre en place. Il faut que les chercheurs ou les décideurs soient capables de lâcher du pouvoir, car il faut que le pouvoir soit partagé et consensuel, qu'on travaille dans un processus de partenariat. Ça, c'est important. Il faut être dans ce sens capable de gérer les leaders. Il y a dans des groupes parfois des leaders qui vont prendre beaucoup de place. Et dans un processus de recherche-action participative et continue, il faut qu'il y ait un partage plus égalitaire, plus de confiance et d'équité et de réciprocité dans les enjeux de pouvoir et les discussions. Mais évidemment, il faut que ce soit un processus rigoureux et flexible. Alors à la fois la rigueur est essentielle dans une recherche, mais en même temps, il faut être flexible pour s'adapter aux... Évidemment, il faut que ce soit pertinent et qu'on soit capable de reconnaître les savoirs tacites, autrement dit, les savoirs expérientiels des gens qui ont participé au processus. Alors voilà un peu ramasser en quelques minutes un peu les approches théoriques et les réflexions autour de la recherche-action qui peuvent être résumées ici dans ce tableau, et je ne reviendrai pas sur les détails de ce tableau, vous pourrez le regarder en détail un peu plus tard, mais il me semble que ce résumé traduit l'ensemble des dimensions essentielles d'une recherche-action, et au-delà de ces dimensions, il était important pour nous de revenir sur ces éléments-là avant de vous présenter l'exemple que nous avons choisi de partager avec vous. Et dans la diapositive, nous partageons également des références clés. Il y en a évidemment de très nombreuses, mais ici vous avez 4 sites, la plupart en anglais, qui vous donnent de l'information, et plus bas des ouvrages et des articles en français également, qui peuvent vous permettre d'aller un peu plus loin que la réflexion qu'on a pu aborder ce matin au niveau, je dirais, conceptuel et historique. On va donc passer maintenant à la deuxième partie de la présentation, une partie plus pratique où nous allons partager d'un côté une de nos recherches-actions présentée par Ludovic, et ensuite une analyse de ce processus qui sera présenté par Aka. Alors je laisse maintenant la main et la parole à Ludovic. Merci Valérie. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Donc je suis Ludovic et effectivement on va essayer de passer de ces considérations théoriques sur la recherche-action aux réalités du terrain en vous présentant rapidement une recherche-action conduite au Burkina et qui a bénéficié justement de travaux d'analyse de processus de la démarche. Donc je vais commencer évidemment par contextualiser cette expérience, puis j'en présenterai les principales modalités de mise en œuvre avant vraiment de survoler les résultats. La problématique à l'origine, la problématique générale à l'origine de cette recherche est celle de la bureaucratisation, de la verticalisation des programmes, des projets, et des dérives technocratiques, bureaucratiques et administratives qui grèvent avec des effets négatifs au niveau des services de santé. Alors le contexte, c'est celui d'un projet d'exemption du paiement des soins qui se déroule dans les districts sanitaires de Dori et Seba au Sahel, au nord du Burkina, avec un triple objectif. Permettre l'accès aux soins des femmes enceintes et allaitantes et des enfants de moins de 5 ans en levant une partie de la barrière financière. Un second objectif de produire des connaissances sur la stratégie de suppression du paiement direct. Et puis un troisième d'utilisation des connaissances pour éventuellement faire évoluer favorablement la politique nationale de santé. Les principaux protagonistes de ce projet sont la direction régionale de la santé du Sahel, qui conduit le projet avec l'appui de l'ONG allemande HELP. C'est un projet financé par le Bureau d'aide humanitaire et de protection civile de la Commission européenne, ECHO, et qui a établi un partenariat scientifique avec l'Université de Montréal pour sa partie recherche opérationnelle et évaluative.
Alors, dès son lancement, en septembre 2008, ce projet a eu des effets particulièrement intéressants au niveau de l'utilisation des services, des effets importants et immédiats. Mais dès le départ, ce projet a imposé des contraintes administratives extrêmement fortes au niveau des formations sanitaires, à travers notamment son système d'enregistrement, de suivi et de justification des services et des produits délivrés gratuitement. Alors, il était notamment demandé aux agents de santé de tout consigner dans des formulaires spécialement préparés par le projet pour permettre au projet ensuite de calculer les dépenses réalisées et de rembourser ces dépenses à la molécule près. Ceci dit, avec l'explosion de la fréquentation des services, il était extrêmement difficile pour les agents de remplir ces formulaires, d'autant plus que la première version, pour l'anecdote, de ces formulaires faisait 7 pages. Alors bien évidemment, la direction régionale et l'ONG ont réagi rapidement et procédé à des améliorations, en simplifiant les formulaires, en réduisant le nombre de pages, en commandant des carnets à souche avec des feuillets autocarbonés, enfin toute une série d'améliorations. Ceci dit, le réel a ses exigences et a continué, malgré les améliorations, de constituer une charge de travail administrative supplémentaire à la délivrance des soins, particulièrement importante et bien trop importante, selon nous, pour conduire efficacement et avec efficience la stratégie. Donc en plus de la charge de travail à supporter par les agents de santé, les COGES, les infirmiers chefs de poste, les responsables des dépôts pharmaceutiques, les pièces justificatives se sont accumulées. D'abord, elles coûtaient extrêmement cher au projet. Et les pièces justificatives s'accumulant, il fallait les classer, les archiver. Le projet a donc acheté des cantines. Ensuite, il a fallu au CSPS trouver de la place pour placer ces cantines. Enfin, vous imaginez assez facilement les contraintes que ça faisait porter au niveau des CSPS. Ici, vous avez une photo qui est une photo partielle de l'espace utilisé par ces cantines et un stockage, des conditions plutôt favorables. C'est pas toujours le cas, malheureusement. À partir de là, le partenaire de recherche du projet a suggéré l'idée d'un paiement au forfait à la place du remboursement réel. Les parties prenantes avaient néanmoins extrêmement de mal à conceptualiser ce paiement au forfait, à croire en sa faisabilité et s'inquiéter énormément des risques associés au niveau du recouvrement des coûts en particulier. Et l'équipe de recherche a dû constater effectivement qu'il existait très peu de connaissances disponibles dans des situations semblables, malgré l'existence d'expériences au Burkina même, avec la stratégie nationale de subvention des accouchements et des SONU, ou même dans le pays voisin, frontalier à l'un des deux districts, le Niger, avec la gratuité des soins aux enfants de moins de 5 ans. Donc, c'est ce qui a justifié notre entrée dans une démarche de recherche-action, donc après un consentement de l'ensemble des parties prenantes. Alors, dans cette photo, vous avez de gauche à droite le médecin-chef de district de Seba, ensuite la chargée de recherche au niveau local, le contrôleur du système de subvention de l'ONG HELP, et puis deux infirmiers chefs de poste. Dans cette seconde partie, je vais rapidement vous présenter les principales modalités de mise en œuvre de la recherche. Alors, je vais vous parler, avant de vous parler de l'intervention paiement au forfait proprement dit, je vous présente ce qui constitue la norme du projet, le mode de paiement historique et original mise en place par le projet, c'est-à-dire le remboursement réel. Donc de gauche à droite, la gratuité des soins, on va dire, au niveau pour les enfants de moins de 5 ans, contre des services de santé délivrés par les CSPS et la mise en place d'un système de tiers payant, donc dans l'encadré bleu.
avec, pour les CSPS, la nécessité de demander le remboursement des services délivrés gratuitement au niveau du district, qui lui-même transmet la demande après quelques vérifications au niveau du projet, qui procède au remboursement à travers les caisses populaires. En bas de l'encadré bleu, les mesures principales associées à ce type de remboursement, donc une comptabilisation des dépenses par ordonnance à la molécule près, un remboursement qui est donc au réel des dépenses et des mesures d'accompagnement non administratives, ou pas seulement, telles que la supervision médicale, des contrôles a priori, c'est-à-dire sur la base des pièces justificatives envoyées par les demandeurs, et a posteriori, après les remboursements au niveau des CSPS, des registres et au niveau des communautés. Avec le forfait, finalement, il n'y a pas tellement de changements, si ce n'est que ces petits changements peuvent améliorer la mise en œuvre, l'efficience de la mise en œuvre de manière assez significative. Directement, au niveau des commentaires en dessous de l'encadre bleu, on passe d'un paiement par ordonnance à un paiement à une comptabilisation par épisode de maladie. Et le paiement est au forfait, donc ce n'est plus un remboursement au réel. Le tarif étant unique et fixé par avance, en l'occurrence 1300 francs dans le cadre de ce projet. Pas de changement au niveau de la supervision médicale et des différents contrôles. Alors les parties prenantes, c'est les objectifs suivants, celui de la faisabilité technique de ce mode de financement, étant donné que beaucoup des parties prenantes avaient du mal à l'imaginer et le penser impossible d'un point de vue opérationnel. Une deuxième question concernant l'évaluation des effets sur la charge administrative. Entendez par charge administrative les coûts de gestion, notamment des supports, la charge de travail des différents agents aux différents niveaux, les contraintes de classement, d'archivage, de stockage, etc. Et puis une troisième question sur l'analyse des effets concernant le changement de ce mode de paiement sur les coûts de la prise en charge médicale. Alors au niveau méthode, je ne vais pas détailler, simplement on a défini la méthode tenant compte, comme dans n'importe quelle recherche, des objectifs, des contraintes et des ressources potentiellement disponibles. Donc, en résumé, le choix donc de cette approche démarche de recherche-action, le choix d'un devis quasi expérimental, avec une intervention, un devis avant-après avec et sans intervention, et puis des méthodes, différentes méthodes, tout autant qualitatives que quantitatives. Les parties prenantes de cette recherche-action, donc au nombre de 9, l'ONG Help à la conduite du projet et assurant la fonction de tiers payeur, la direction régionale du Sahel, représentant l'autorité sanitaire et technique de niveau régional, le partenaire financier, ECHO, qui n'a eu pour fonction que de permettre cette recherche-action et de s'intéresser aux résultats. Je dis que en insistant sur le que, parce que pour un bailleur de l'Union européenne, accepter un système de justification qui ne soit pas basé sur des pièces justificatives de dépenses, de type reçu, etc., c'est quand même une petite révolution. Autre partie prenante, donc le médecin chef de district et son équipe cadre, autorité sanitaire de niveau, une technique de niveau district et acteurs du système de tiers payant. Les infirmiers chefs de poste représentant les agents et acteurs de première ligne du système de paiement. Les responsables communautaires des comités de gestion que vous connaissez, ainsi que les responsables des dépôts pharmaceutiques. Alors, à noter que ces deux catégories d'acteurs ont eu un degré de participation moins important que tous les autres qui sont listés, pour des raisons de moyens principalement, de langue parfois, et puis un petit peu de questions d'alphabétisation. L'équipe de recherche-action, donc, qui comportait un conseiller scientifique, un coordinateur de recherche, une assistante en recherche-action et des opérateurs de saisie, et l'équipe 4 du district de Dori, partenaire du projet, non directement concerné par l'expérimentation du paiement au forfait, si ce n'est que pris comme groupe de comparaison.
mais bien évidemment très intéressés par les résultats. Alors, ici, je vous présente les principales phases, les principales activités et quelques-uns des faits marquants tout au long de cette action. Les deux sont Vous avez une ligne de temps en bas divisée en 5 périodes. La période avant intervention, les 3 phases de la recherche-action et puis une dernière période post-intervention. Une série d'activités avant l'intervention avec une réunion dans le cadre de laquelle s'est discuté le projet d'expérimenter le paiement au forfait en mai 2010. Une mission de faisabilité en mai 2011, donc vous voyez un an après, du temps pour faire mûrir un peu l'idée et la préparer. Le constat durant cette mission de faisabilité qu'il nous faudrait séquencer le devis, étant donné les contraintes de financement court terme, des financements de 6, 8, 9 mois qui se renouvelaient, mais sur lesquels il n'y avait pas de certitude par avance. Un atelier de planification en juin, qui a été à l'origine d'une adaptation de l'intervention pour la rendre un peu plus progressive étant donné les craintes des parties prenantes. L'atelier de lancement en juillet avec la validation d'un guide de mise en œuvre du paiement expérimenté et la signature de conventions pour garantir les engagements des différentes parties prenantes. La recherche-action démarre au mois d'août 2011 avec une tournée de lancement pour voir si tout se passe bien, des rencontres de suivi, un bilan d'étape après 8-9 mois, un bilan spécial, on va dire, avec la direction régionale de la santé du Sahel pour valider la continuation du forfait et les adaptations de l'expérimentation. Un atelier donc d'extension et de réplication de l'intervention, puisqu'il a été décidé à ce moment-là de passer d'un groupe d'intervention d'ajouter un second groupe d'intervention et d'avoir l'intégralité des CSPS du district de Seba impliqués dans cette recherche, ce à la demande des parties prenantes. Une tournée de lancement dès le début de la phase 2, mais cette fois réalisée par les pairs, principalement par les infirmiers chefs de poste des CSPS du premier groupe d'intervention, des rencontres de suivi, bilan d'étape à la fin de la phase 2, et puis un atelier de pré-clôture avant la fin de la recherche-action, donc qui se terminait le 30 juin 2014, et puis un atelier de clôture en juillet 2015, la semaine dernière, pour être plus précis, le temps de produire et de faciliter l'interprétation des résultats. Voilà. Et tout au long de ce processus, bien évidemment, plusieurs rencontres de suivi, des visites et des collectes d'évaluation au niveau du terrain. Rapidement, quelques données quantitatives pour donner une idée de ce que représentait la recherche-action forfait en termes au niveau des données collectées. Donc, c'est 35 mois 3 ans de recherche-action, en dehors des phases pré- et post-intervention qui, vous l'avez constaté, ont duré pour chacune d'entre elles plus d'une année. 34 CSPS étudiés sur une période de 66 mois, c'est presque 1,5 million d'épisodes de maladie et plus de 2000 coûts moyens mensuels par CSPS étudié. Pour l'ensemble des CSPS. Pardon. Voilà, ici c'est une illustration simplement pour essayer de préciser qu'on a tout au long du processus essayer d'adapter le contenu, les contenus, la présentation des résultats de manière à en favoriser l'analyse et la discussion avec l'ensemble des parties prenantes en utilisant beaucoup des tableaux, des figures et en réservant des espaces d'analyse, de réflexion et de parole pour chacune des parties prenantes. Alors, je termine avec un aperçu des résultats. Donc, vous avez sur la photo quelques-uns des infirmiers chefs de poste, donc co-chercheurs, dans le cadre de cette expérience, en train de travailler. Et puis là, une liste des résultats que je ne vais pas détailler. Je vous laisse en prendre connaissance tranquillement. Je préfère terminer en disant que la recherche-action a rempli ses objectifs.
a répondu aux questions qu'elle se posait, que le degré de validité des connaissances produites est équivalent à l'ensemble des travaux scientifiques réalisés dans le cadre de ce partenariat et qui comporte un potentiel d'utilisation certainement supérieur que la plupart des autres connaissances produites. Cela s'est déjà concrétisé puisque les CSPS du district de Seba ont adopté le forfait à l'issue de la recherche-action, et ceux du district de Dori qui ont été des témoins qui trépignaient pour également passer au forfait, et que les résultats ont été présentés partiellement déjà dans différents cadres relatifs à la réflexion en cours sur l'exemption éventuelle du paiement pour les enfants au niveau de la politique nationale de santé et dans la préparation de l'assurance maladie universelle. Voilà, je vous remercie. Je passe la parole à Dr Aka en espérant qu'il ait réussi à se connecter en fait. Merci. Merci Ludovic. Allô? Oui, on t'entend, Aka, vas-y. Ok. À la suite de Ludovic, moi je vais parler de l'analyse, de la démarche de mise en œuvre de cette recherche-action. Mon intervention va être axée sur la démarche. Je ne parlerai pas de l'objet de la recherche-action qui est le forfait, mais nous allons parler de la démarche. L'objectif, en tant que partie non prenante, c'était de faire une analyse externe et puis après amener les différentes parties prenantes à faire une analyse réflexive, et à la fin, c'était de produire un rapport qui présente les forces et les limites tant au niveau de la démarche de la recherche-action que au niveau de la grille d'analyse que nous avons conçue pour ce travail. S'agissant de la démarche, concernant l'analyse externe, nous avons fait une revue des écrits scientifiques pour avoir une définition claire de la recherche-action. Cette revue nous a permis d'avoir le cycle expérimental de la recherche-action de Roy et d'élaborer une grille d'analyse de meilleures pratiques. À partir de cette grille, nous avons fait une revue documentaire, nous avons pris tous les documents du projet pour pouvoir l'appliquer. Nous avons fait aussi des observations. Nous sommes allés sur le terrain, rencontrer les acteurs, assister à certaines rencontres de suivi de cette recherche-action. Nous avons aussi organisé des entrevues individuelles avec certains informateurs clés au nombre de 22. Nous sommes rendus dans les villages, dans les centres de santé pour interroger les agents de santé, les membres des comités de gestion, les représentants de la population, et puis les autres parties prenantes au niveau de l'administration. S'agissant de l'analyse réflexive, nous avons organisé un atelier de 2 jours qui a réuni les différentes parties prenantes et nous les avons repartis dans des groupes homogènes pour qu'ils puissent réfléchir sur les forces et les faiblesses au niveau de la démarche de mise en œuvre de cette recherche-action. Nous avons traduit aussi notre grille de meilleures pratiques pour voir le degré d'application. Donc, nous avons administré des questionnaires individuels aux différentes parties prenantes. Quels sont nos résultats? Voici présenté le cas d'analyse des meilleures pratiques. Comme Ludovic l'a présenté, nous avons retenu les cycles expérimentaux et à chaque étape, nous avons 5 étapes. L'étape préliminaire, la planification, la mise en œuvre, la collecte des données et la réflexion. À chaque étape, nous avons identifié des pratiques qui pouvaient nous permettre d'analyser notre démarche. Par exemple, au niveau de l'étape préliminaire, c'est l'analyse de la situation, l'identification des parties prenantes, l'instauration de l'instance de gouvernance de cette recherche-action, l'engagement des parties prenantes et la définition du rôle du chercheur. Par exemple, au niveau de la mise en œuvre, l'élaboration d'un guide de mise en œuvre, l'organisation des visites de terrain
et au niveau de la réflexion, évaluation, l'organisation des rencontres de suivi, la validation des données. Donc c'est cette grille-là qui nous a permis d'analyser cette démarche. Nous allons vous présenter quelques résultats sur les diapos suivantes. S'agissant de l'analyse externe, par exemple à l'étape préliminaire, il faut dire qu'il y a une analyse situationnelle qui a été faite et cette analyse qui retrace les différentes plaintes exprimées par les acteurs au début de cette subvention des soins des enfants et des femmes enceintes, à savoir la charge du travail pour le personnel de santé. Ludovic l'a déjà mentionné dans sa présentation. Il y a aussi la confection des outils de gestion qui revenaient aussi très cher à l'ONG qui subventionne les soins des enfants. Donc, toutes ces plaintes étaient tellement réelles que cela a créé le besoin de faire. Tout le monde, les uns et les autres se demandaient qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer la situation. Mais au niveau de la recherche, le deuxième élément, le besoin de savoir, au niveau de la recherche, la partie recherche, c'est vraiment, au départ, c'était les chercheurs seulement parce que les autres parties prenantes étaient vraiment réticents parce qu'il y avait beaucoup d'enjeux, notamment les enjeux financiers. Si nous prenons l'identification des parties prenantes, il faut dire que le choix a été progressif. Comme vous le voyez sur la diapo, il y a les chercheurs, après les membres de l'ONG, l'équipe cadre de district, la direction régionale de la santé, les infirmiers chefs de poste, les gérants, ainsi de suite, jusqu'à aux représentants de la population. Mais ce choix progressif a permis l'adhésion des différents acteurs, mais dans notre analyse aussi, nous voyons que c'est un choix qui est étendu, qui comporte une gamme, une variété d'acteurs qui sont aussi représentatifs des différentes parties qui devaient être impliquées dans cette recherche. Mais nous avons relevé une insuffisance, c'est l'implication des décideurs tels que les programmes de santé mère-enfant, et cela pourrait poser un problème surtout lors du passage à échelle. Au niveau de l'implication, il faut dire que le processus a été vraiment très participatif. On voyait les différents acteurs, par exemple, au cours des réunions, ils ont vraiment participé, c'était vraiment participatif. Il est démocratique aussi. Cela s'est fait à travers, d'abord, au départ, par la définition des rôles des différentes parties prenantes et la mise en place d'un cadre de concertation. Il y avait une équipe de recherche qui travaillait au quotidien, mais il y a un comité de pilotage qui se réunit périodiquement avec les différentes parties prenantes, comme Ludovic l'a présenté sur la diapo. Mais ce que nous avons noté, c'était une faible participation des représentants de la population. Mais cela est compréhensible dans la mesure où, pour des barrières linguistiques, ces personnes-là ne pouvaient pas participer de façon active à ces rencontres. L'engagement des parties prenantes, elle a été faite ici par la signature de conventions après le consentement éclairé, c'est-à-dire que l'infirmier chef de poste, après la rencontre du comité de pilotage qui reçoit le document, repart dans son village, réunit les membres du comité de gestion qui sont les représentants de la population et il leur explique le contenu de cette convention. Et c'est à l'issue des échanges que le président du comité de gestion va apposer sa signature avec l'infirmier chef de poste avant de le transmettre à l'ONG. Donc cela marque vraiment la transparence au niveau du processus et comme nous sommes dans une société où l'oralité prime, surtout en Afrique, dans une telle zone, nous leur avons demandé quelle était leur perception. Mais ils ont dit que c'était vraiment bien perçu parce que cela garantissait la continuité du service. Mais ils ont relevé le fait que les signatures n'étaient pas solennelles et chaque comité ou bien comité de gestion ou bien avec son infirmier signe en vase clos à la convention. S'agissant à l'étape de planification, nous allons parler de la planification telle que Ludovic l'a présenté. Le processus a été vraiment progressif. Déjà, ça permettait de dessiner le devis quasi expérimental. Et quand nous nous référons au modèle conceptuel de Roy, déjà, nous voyons les différents cycles. Il y a eu un premier groupe. Il y a un problème qui a été résolu, les 6 premiers centres qui étaient sans risque financier et après un an de mise en œuvre, il fallait introduire un deuxième groupe
et faire progresser le premier groupe sous un autre statut. Donc, à chaque étape, il y avait des problèmes qui revenaient, il fallait résoudre, trouver les solutions avant de passer à une autre phase. Donc, cela permettait non seulement de dessiner le devis, mais on voyait clairement le cycle, les différents cycles de la recherche-action. Mais cela, quand nous avons, au cours de nos entrevues, nous avons interrogé les différentes parties prenantes et ils nous ont fait savoir que cela leur permettait de renforcer la confiance. On note aussi une souplesse, une flexibilité dans les prises de décision. Rien n'était imposé. C'était une négociation, une discussion entre les différents parties prenantes pour faire bouger cette recherche. Concernant l'organisation à l'étape de réflexion et évaluation, puisque à la fin, il y a des rencontres périodiques qui sont organisées. Il faut dire que nous avons eu l'occasion d'assister à ces rencontres. Ces rencontres vraiment sont régulières, elles sont aussi démocratiques. La disposition de la photo que Ludovic a montrée, on a le directeur, les infirmiers qui pourraient être considérés comme des exécutants. Tout le monde était assis à la même table, ainsi que l'ONG qui subventionne. Donc tout le monde était assis à la même table et les gens pouvaient prendre les décisions ensemble. Mais ce que nous avons relevé, c'est la lourdeur administrative. Par exemple, une réunion qui est prévue se tenir à 9 heures peut débuter à 11 heures. Bon, il y avait quelques lourdeurs administratives. Nous avons demandé aussi, comme Ludovic l'a présenté, il y avait la projection des résultats. À chaque fois, il y a les résultats qui sont projetés et les parties prenantes nous ont dit au cours de l'entrevue que cela leur permettait d'être au même niveau de connaissances, de partager les connaissances, de voir le bien fondé même de la recherche-action. Cependant, quelquefois, les règles ne sont pas éditées et nous avons des interventions, surtout les centres qui avaient une mauvaise performance se sentent un peu indexés. Donc, ça, les règles n'étaient pas vraiment éditées pour éviter ce genre de situation. Mais les discussions aussi, c'est au cours de ces réunions que les uns et les autres essaient d'apporter une interprétation, discuter de façon ouverte, donner vraiment du sens aux résultats qu'ils ont trouvés. Qui ont été identifiés et c'est après un consensus que les résultats sont validés. Ici, je vais vous présenter les résultats de l'analyse réflexive. L'analyse réflexive, les éléments que les parties prenantes ont appréciés, ils nous ont, selon les travaux qu'ils ont menés, c'est l'implication de toutes les parties prenantes. Parce qu'ils se sont dit que chaque groupe a sa spécificité et l'implication permet la réduction des obstacles lors de la mise en œuvre de cette recherche-action. Il y a aussi la signature des conventions parce que cela renforçait la confiance et marquait aussi l'engagement des différentes parties. Il y a aussi le choix des groupes de comparaison. Les parties prenantes nous ont dit que l'utilisation des groupes de comparaison leur permet de mieux observer l'effet que produit la recherche-action. Et en dernier ressort, il y a le suivi-évaluation, le partage de l'expérience qui permettait aux acteurs d'être au même niveau d'information et de prendre des décisions de façon collégiale. Cependant, ils ont moins apprécié le fait que la durée de la recherche-action n'était pas maîtrisée. Comme Ludovic l'a mentionné dans son intervention, cela est lié vraiment au financement et cela donnait quelquefois une multiplicité de phases de la recherche ou de conventions. Il y avait aussi le retard dans la signature des conventions, cela est surtout dû aux lenteurs administratives et quelquefois les parties prenantes ont dit qu'ils étaient un peu démotivés parce que les conventions n'étaient pas signées à temps. Il y a l'insuffisance dans la collecte. Ça, bon, il y a un grand effort qui a été fait vraiment, bon, en dehors de 2 outils qui ont été égarés et bon, quelques outils qui étaient mal renseignés. Il y a la gestion. Ils ont aussi peu apprécié la gestion des temps de rencontre. Comme je le disais, il y avait des retards de transmission dans les thèmes de référence des rencontres et les résultats. Ce qui faisait que la durée des rencontres était courte. Cela entraînait une analyse tardive ou une analyse partielle des résultats. En conclusion, ce que nous pouvons retenir comme leçon apprise, c'est que ce travail
nous a permis d'élaborer une grille d'analyse de la démarche de mise en œuvre à partir d'une revue scientifique, des écrits scientifiques. Mais il faut dire aussi qu'il est possible de mener une recherche-action dans des contextes à ressources limitées comme CEBA qui se trouve dans le Sahel, vraiment qui est la zone où les indicateurs en santé étaient vraiment rouges au niveau du pays. Mais la seule chose qui compte, c'est de pouvoir faire une bonne analyse situationnelle. Si l'analyse situationnelle est bien faite, cela va créer l'intention d'action et de recherche au niveau des parties prenantes. Et c'est de pouvoir bien identifier et impliquer toutes les parties prenantes. Et qu'au début de la recherche-action, il y ait une discussion des enjeux et que la signature des conventions vienne renforcer la confiance des différents acteurs. Et il faudrait que les solutions qui sont apportées aux problèmes des parties prenantes soient des solutions qui soient progressives, innovantes et adaptées au contexte pour qu'elles soient vraiment applicables. Et qu'il y ait des guides de mise en œuvre et que la collecte des données soit vraiment bien harmonisée pour collecter les informations utiles. Et que les rencontres de suivi régulières, les rencontres de suivi soient régulières et soient démocratiques et surtout encadrées par les règles pour éviter les débordements. Je vous remercie. Merci beaucoup Ludovic et Aka pour vos présentations sur la mise en œuvre pratique de la recherche-action. Donc nous avons maintenant fait le tour de notre présentation et on tient évidemment à remercier l'ensemble des parties prenantes de ce processus, les organisateurs du webinaire d'aujourd'hui, mais aussi tous les acteurs qui ont travaillé pendant presque 3 ans dans cette recherche-action, qui continue puisque la semaine dernière, il y avait encore un atelier avec l'ensemble des acteurs pour continuer de participer à la réflexion sur ce qui est fait. Alors voilà qui clôt notre convention. Ok, nous remercions beaucoup le professeur Valérie Reed, M. Aka et M. Ludovic pour leur présentation. Je pense qu'au nom de tous les participants, on peut vous dire un grand merci pour cette belle présentation. Nous allons maintenant ouvrir la session des questions-réponses. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui. Voilà, donc je disais que nous allons maintenant ouvrir la session des questions-réponses. Donc, pour des participants qui auraient des questions à poser, il vous suffit juste de taper « question » dans le text box de la messagerie instantanée. C'est l'icône sur votre droite. Une fois que vous avez fait cela, on va appeler votre nom et vous pourriez activer votre micro et poser votre question. Voilà. Donc, si vous avez des questions, merci de taper « question » sur le text box de la messagerie instantanée. On va voir votre nom et on va appeler votre nom, comme ça vous pouvez... voilà, donc il y a Ousmane Lai qui a une question. Donc, merci d'activer ton micro, Ousmane, et puis tu pourras poser ta question.
Bonjour, je suis le docteur Ousmane Ly, je suis directeur de l'agence de télésanté et d'informatique médicale du Mali. Je suivis avec intérêt la présentation. Moi, j'ai une question. Pourquoi avoir choisi un devis quasi expérimental comme méthodologie de cette recherche-action? Merci, merci Ouman. C'est une très très bonne question. Alors, ce que nous avons voulu faire avec ce type de devis, c'était à la fois associer donc une approche de recherche-action participative avec l'ensemble des acteurs, mais aussi d'être capable d'avoir sur certains éléments, mais pas tous, des données quantitatives qui vont permettre d'avoir une bonne idée des effets de ce type de recherche-action et notamment du changement du paiement au réel avec un paiement forfaitaire. Et le devis quasi expérimental est un des moins mauvais devis dans ce type de contexte, où donc nous avons été capables, avec les données du système, de comparer les coûts moyens mensuels des consultations curatives des enfants avant et après le paiement au forfait, et y compris dans un district de comparaison où il n'y a pas eu de paiement au forfait, ce qui permet d'avoir une plus grande certitude du changement. Donc le devis quasi expérimental, il est essentiellement pour l'analyse des coûts, mais l'approche de recherche reste une approche de recherche-action dans le district particulier de Seba. Si je peux compléter, Ludovic, simplement pour dire, le devis quasi expérimental présente aussi l'avantage d'être facile à comprendre pour des gens qui ne sont pas des professionnels de recherche. Il est facile de comprendre l'idée de comparer les choses entre avant une intervention et après le début de l'intervention, et de comparer un groupe qui bénéficie de l'intervention avec un autre groupe qui ne bénéficie pas de l'intervention. Merci. Ok, merci. Donc, on va prendre la prochaine question de Monsieur Battista. Monsieur Battista, vous avez une question. Vous pouvez juste activer votre micro pour poser votre question oralement. Bon, ok. On va prendre la question de Monsieur Dombaye. Monsieur Dombaye. Ok, donc Basile, on va prendre ta question. Basile, on va prendre ta question. Il faut activer ton micro. Tu actives ton micro pour poser ta question. Oui, bonjour Nadège. Oui, bonjour. Oui, c'est Makido de Dornbay. J'avais des problèmes pour poser ma question avant. D'accord. Est-ce que je peux aller? Oui, allez-y, s'il vous plaît. Ok, bon, mais dans la présentation, dans la première partie de la présentation, il a été dit que la recherche-action n'est pas une méthode, mais une démarche. Et tout au long de la présentation, j'ai compris, j'ai essayé de faire cette différence-là, mais je me pose la question, est-ce que
la démarche là ne peut pas utiliser la méthode dans le cadre de la recherche-action? C'est la question, c'est ma première question. Deuxième chose, quels sont les domaines d'application de la recherche-action? Est-ce que c'est uniquement dans le domaine de développement ou bien dans le domaine des projets, ou bien est-ce qu'on peut appliquer la recherche-action à d'autres domaines? Et puis voilà, je m'arrête pour ces deux questions. D'accord, merci. Je vais répondre à ces deux questions. Alors, la différence entre une approche de recherche et des outils, en fait, pour moi, des outils, ce sont des techniques de collecte de données. Des questionnaires, des entrevues, des ateliers. Ça, c'est une technique. Mais toutes ces techniques peuvent être mobilisées sur différents types de recherches. Des recherches de nature épidémiologique, des recherches de nature exploratoire, des recherches de nature explicative, etc., etc. Mais la recherche-action est une démarche qui va donc être encadrée par des principes et des valeurs en particulier qu'on a essayé d'évoquer. Alors évidemment, quand vous regardez les étapes du cycle de la recherche-action qui ont été présentées tout à l'heure par Aka, vous retrouvez souvent des éléments qui font partie de tout processus de recherche. Mais la grande différence, une des grandes différences, c'est la manière dont elle est faite, donc en faisant en sorte qu'il y ait une participation de l'ensemble des acteurs et un partage du pouvoir et une visée de changement et d'utilisation des connaissances, mais aussi une visée de réflexion et d'analyse réflexive sur le processus en tant que tel, ce que font rarement d'autres processus de recherche. Alors après, la recherche-action, elle s'applique à tous les domaines et à tous les continents et à tous les processus. La recherche-action n'est ni spécifique à l'Afrique, ni spécifique aux problèmes du développement, et des problèmes de développement, il y en a partout dans tous les pays. Et donc, elle est utilisée dans des entreprises, elle est utilisée dans des domaines de l'éducation, beaucoup au nord et dans plein d'autres domaines. Donc, il n'y a pas un domaine en particulier. Ok, merci. D'accord. On va maintenant prendre la question de M. Bazalia. M. Bazalia, on va prendre votre question. Ok, on va prendre la question du docteur Jean-Rémy. Ok, merci pour me passer la parole. Je voudrais poser la question de savoir, parce que donc, durant toutes les présentations, je n'ai pas entendu parler de la question de la recherche. De la recherche qui a été menée au Burkina Faso. Quelle a été la question de la recherche donc, par rapport à ce paiement forfaitaire, mais aussi par rapport au paiement réel. Alors, la deuxième question est de savoir, lorsqu'on a mené cette recherche-action, est-ce qu'on n'a pas trouvé quelque part un problème de risque moral du côté de la population, mais aussi du côté des personnels de santé? Voilà. Merci. Ludovic? Oui, je vais prendre, je suis en train, voilà. Je réglais la présentation sur la diapositive qui résume les objectifs de la recherche-action, donc qui correspondent à la première question posée par Jean-Rémy. Donc voilà, les trois questions posées par la recherche, c'était celle de savoir si la modalité de paiement au forfait était réalisable dans le système de santé, à sa périphérie, dans un district comme celui du Burkina, tel qu'il avait été conceptualisé au départ. Parce qu'il y avait beaucoup
de réserve et d'inquiétude par rapport à ça de la part des différentes parties prenantes. C'est quelque chose qu'elles avaient beaucoup de mal à conceptualiser. La deuxième, à analyser les effets sur la charge administrative. Comprenez par charge administrative la charge de travail des différents agents concernés par la mise en œuvre de la subvention, donc agents de santé, responsables de dépôt pharmaceutique, COGES, équipe cadre de district, etc. Les coûts de gestion d'un mode de paiement par rapport à l'autre, donc le réel par rapport au forfait, les coûts ou la charge associée ou les contraintes associées au classement, à l'archivage, au stockage, etc. Et la troisième question s'intéressait aux effets que produisait le changement de la modalité de paiement, donc en passant du réel au forfait sur les coûts de la prise en charge médicale. Donc ça pour répondre à la première question concernant les objectifs de la recherche-action présentée. Et puis la question morale, alors que je déplace sur le terrain éthique, les choses que je pourrais dire par rapport à ça, c'est qu'effectivement, il y avait on a identifié en tout cas un risque éthique dans le sens où la plupart des parties prenantes, comme je le disais, ne comprenaient pas à quoi on se référait quand on parlait du paiement au forfait. Et le projet, avec son pouvoir, avec le pouvoir dont il dispose, notamment sa subvention, sa capacité financière, effectivement, il y avait le risque que le projet contraigne d'une certaine manière les parties prenantes à accepter ce type de paiement. C'est pour ça qu'on a fait le choix d'une recherchation. Et c'est aussi pour ça qu'on a accepté ce dont on a parlé comme étant de la progressivité dans la mise en œuvre de l'intervention expérimentée. Concrètement, ça voulait dire que quand un groupe de CSPS rentrait dans la recherche-action pour expérimenter le forfait, dans un premier temps, pour une période de 12 mois, il le faisait sans risque financier. C'est-à-dire qu'à la fin de la période de 12 mois, on continuait, l'équipe de recherche continuait de calculer la réalité des dépenses au niveau des CSPS. À la fin de la période, et on l'a fait tout au long, ça se faisait de manière régulière, pour ne pas avoir de surprise au bout de la phase de 12 mois, il y avait un calcul qui était fait entre le paiement qui était fait sur la base des montants forfaitaires par le projet par rapport à la réalité des dépenses qui étaient réalisées par les CSPS. Et donc, ça vous donnait un écart qui pouvait être positif ou négatif et qui était remboursé. Alors, soit par le projet, quand c'est le projet qui était bénéficiaire en payant au forfait par rapport aux dépenses réelles, soit le CSPS qui remboursait le projet si le montant forfaitaire lui avait fait gagner un peu plus d'argent que ne l'aurait fait le remboursement au réel. Ça permettait, c'était une première phase, ça permettait aux gens de voir à quoi correspondait le forfait sans prendre de risque financier. Et ensuite, avant de rentrer dans la deuxième phase d'intervention, il était demandé aux différentes parties prenantes est-ce qu'elles étaient intéressées pour expérimenter le forfait dans des conditions réelles, c'est-à-dire sans cette question de remboursement des écarts, en prenant le risque financier pour la phase suivante. Ok, merci Ludovic. Maintenant, on va prendre 3 questions à la fois. D'abord, la question de Baptista, Monsieur Baptista, puis la question de Basile, et puis la question de Marlène Garcia. Merci de préciser à qui vous adressez votre question. Monsieur Baptista ne semble pas répondre. Peut-être, Nadège, en attendant que ça fonctionne pour les autres, je vais peut-être répondre à la question précédente qui évoquait plus, si j'ai bien compris, notre collègue, la question du risque moral, en fait. Donc, la question de la capacité des acteurs de tricher, finalement, ou d'avoir la capacité à présenter des faux malades ou plus de malades. Et en fait, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait un système important de contrôle, de supervision réalisé
par les équipes de district avec l'ONG pour vérifier, comme ça se fait dans le habituel de FBR, que les demandes de remboursement correspondaient à des patients qui étaient réellement venus consulter. Donc, comme dans tous les processus, mais ça c'est ancien, il y a eu des dérives au début, certaines dérives, pas majeures, mais il y en a eu, et ça a été contrôlé au fur et à mesure des différents projets qui ont eu lieu dans le pays. Et je pense que les choses ont été assez vite contrôlées. Allô? Oui, alors. Oui, alors, j'ai posé la question des risques moraux du côté du personnel de la santé, c'est ce que vous venez de le dire, mais aussi du côté de la population. Est-ce que la recherche action a pu identifier aussi les risques moraux du côté de la population? Parce que très souvent, lorsqu'il y a ces systèmes-là, et donc il y a une tendance à la surconsommation des soins au niveau des centres de santé avec des risques de réduire des stocks des médicaments. Alors, est-ce que cette recherche action a pu aussi identifier un problème de risque moral du côté de la population? Oui, bonne question. Alors cette recherche-action était pas du tout centrée sur cette question-là, puisqu'elle était plus sur les 3 objectifs que vous avez ici, mais d'autres recherches ont été faites en parallèle et montrent que dans la région, il y a plutôt une sous-utilisation des services de santé, y compris dans ces contextes d'exemption qui permettent aux populations de fréquenter plus facilement les systèmes. Et je n'ai connaissance d'aucune recherche qui a pu démontrer qu'il y avait eu des patients non malades qui venaient bénéficier de l'exemption. Il y a de temps en temps, évidemment, des épiphénomènes qu'on connaît tous, mais globalement, il y a eu un niveau d'utilisation qui s'approche des besoins qui ne sont pas encore complètement, mais quand je parle des besoins, c'est des besoins de recours aux soins, donc 100% d'accouchement assisté par du personnel dans les formations sanitaires et 4 à 5 nouvelles consultations curatives par an et par enfant. Donc on tend vers ça, mais on n'en est pas encore complètement. Mais voilà, je pense que c'est un débat classique. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de preuves scientifiques sur ces questions-là. Bonjour Nadège. Voilà, oui, donc on va prendre la question de M. Batista, puis de Basile, et puis de Marlène Garcia. Merci. Basile, on va prendre ta question. Ok. Bonjour Nadège. Bonjour. Okay, merci à tous les conférenciers, Valérie, Aka et Ludovic. Ma question, c'est par rapport au médecin chef de district. Je voudrais demander quels seraient les conseils pratiques à donner à un médecin chef de district qui voudrait mener une recherche d'action dans son district. Merci. Merci Basile. On va prendre une deuxième question de Marlène Garcia. Allô? Allô, vous m'écoutez? Oui, on vous écoute. Oui, bonjour. Merci beaucoup aux organisateurs et aux présentateurs. J'ai une question concernant les bonnes pratiques. Donc, en fait, vous avez mentionné comme une bonne pratique de recherche-action l'établissement d'un système de gouvernance ou une structure de gouvernance. Alors, la question, c'est savoir qui conformait cette structure de gouvernance, comment ils ont été choisis ou élus, et la troisième, c'était plutôt savoir en quoi une structure de gouvernance, c'est une bonne pratique, et quels sont les résultats attendus. Merci. Merci. Est-ce que je peux proposer que Aka réponde à la première question sur le MCT, Ludovic sur la gouvernance? Oui. Aka? Si tu es là?
il n'est Allô? pas là. Je suis là. Allô? Oui. Concernant la gouvernance, Non, concernant les conseils à donner à un MCD qui veut démarrer une recherche-action. la recherche-action, c'est une démarche participative, hein. Comme on l'a dit, il faut l'engagement, l'implication des différents acteurs qui doivent s'impliquer. Donc, il y a un travail qu'il faut faire en ce sens-là. Comme je le présentais dans une des diapos, vous avez vu que l'implication des différents acteurs a mis du temps, 6 mois, pour que les gens adhèrent au processus. Donc, selon la problématique qui est traitée, d'abord, la recherche-action, c'est vraiment de façon participative. Il faudrait que toutes les parties prenantes qui sont concernées par les problèmes qui sont traités soient réellement impliquées pour que les questions soient vraiment, on puisse trouver les solutions aux différents problèmes. Donc, il faut vraiment une approche participative, de la patience, impliquer, bien communiquer avec les différents acteurs pour qu'ils puissent adhérer à la recherche-action. Parce que c'est leur engagement qui va faciliter la mise en œuvre des solutions. Des solutions. Il y a une interférence. C'est leur engagement qui va faciliter la mise en œuvre des différentes solutions qui sont indiquées pour apporter une réponse aux problèmes qui sont identifiés. Donc, il y a un travail de fond que le médecin-chef doit faire et il faudrait que tous les acteurs se sentent concernés par le problème qui a été identifié. Donc, moi, c'est une recherche-action. Le médecin-chef ne va pas s'asseoir dans son bureau, réfléchir tout seul et mener une recherche-action. Donc, moi, c'est le problème. Il y a une interférence. Est-ce que l'invité Sabré peut débrancher son micro, s'il vous plaît? Il est dans une grande salle et ça revient. Est-ce que l'invité Sabré peut débrancher son micro, s'il vous plaît? Si vous m'entendez donc. Ludovic, est-ce que tu peux évoquer la question de la gouvernance? Parce que je pense que les questions sont intéressantes. Je pense que Aka a répondu à la troisième question, sous-question concernant la gouvernance, en quoi cela peut constituer une bonne pratique. Je vais essayer de répondre aux deux précédents. Le qui et le comment les gens concernés ont été choisis, élus. Donc le qui, le comité de pilotage comprenait les gens de la direction régionale, l'équipe cadre de district, les ICP, les COGES, quand il s'agissait de prendre des décisions d'un point de vue stratégique, l'ONG et la recherche-action. Initialement, on avait proposé un système de rotation au niveau des ICP pour que chaque fois que le comité se réunissait, en fait, à chacune des rencontres de suivi, on ne soit pas, enfin, tout le monde ne soit pas forcément nécessaire dans le cadre du comité de pilotage, mais les ICP en particulier ont demandé à être tous présents, tous membres du comité de pilotage. Donc c'est finalement quelque chose qu'on a accepté. Et le comment, ces gens ont été choisis, donc ils n'ont pas été élus, donc auto-choisis, on va dire, puisque ça s'est décidé par consensus dans la phase préliminaire à la recherche. Ok, merci Ludovic. Maintenant, on va prendre les 3 prochaines questions de Léonard, Jean-Paul Dossou et Oumarou. Allô? Allô, on vous écoute. Monsieur Léonard, on vous écoute. Ok, on va prendre la question de Jean-Paul Dossou.
Merci beaucoup. Je voudrais poser une question à propos de la qualité, de l'évaluation de la qualité de la participation, surtout quand c'est dans une communauté, par exemple. Donc, l'évaluation de la qualité de la participation de la communauté à cette recherche-action. D'autant plus que la communauté peut être apparemment uniforme, mais en réalité très hétérogène en termes de centre d'intérêt, de point de vue, avec aussi des enjeux de pouvoir qui peuvent être très importants. C'est pourquoi je voudrais appuyer un peu aussi la question sur la gouvernance en termes de comment est-ce qu'on s'assure que tous ces enjeux de pouvoir autour de la question sont gérés et sont bien canalisés dans le cadre de cette recherche-action. Merci. Merci Jean-Paul. On va prendre la question de M. Oumarou et puis on va laisser aux conférenciers de répondre. Ok, merci. J'espère que vous me recevez. Oui, on t'entend. D'accord. En fait, c'est juste pour savoir si... Alors, les méthodes expérimentales telles que la randomisation, est-ce qu'on peut les ranger dans le gros lot de la recherche-action? Parce que quand je regarde un peu ce qui a été fait au Sahel, à Seba, ça y ressemble un peu. Ça, c'est la première question. La deuxième question, j'ai compris que la recherche-action devrait être rangée dans la catégorie des recherches émancipatrices, donc qui doivent aboutir à des changements à un changement social. Alors, je n'ai pas bien perçu cet aspect des choses-là dans ce qui a été fait dans le Sahel. Si on peut un peu me situer sur cet aspect, ça me plaît. Merci. Allô, non? Est-ce que je peux suggérer, Ludovic, tu peux répondre à la question gouvernance et participation des communautés, ainsi que la question que Léonard pose par écrit, puisqu'il a du mal à utiliser son micro sur... il dit une telle recherche-action associe plusieurs acteurs ayant parfois des intérêts divergents et des pouvoirs inégaux. Est-ce que vous avez observé ce genre de difficultés? Si oui, comment avez-vous pu surmonter ces difficultés? Et finalement, Aka, on a un peu parlé en parlant de la mise à l'écart parfois et des décideurs et des COGES, et je pense que c'est une réalité autour de ça. Et puis moi, je pourrais répondre à la question de randomisation et émancipation. D'accord, merci. Donc sans doute qu'Aka pourra compléter en termes de qualité. Moi, je peux décrire les choses, après donner mon avis, mais en tant que partie prenante, donc certainement pas avec suffisamment de subjectivité. La représentation communautaire, elle a été relative, on va dire, et relativement faible, dans le sens où ce sont les COGES et les responsables des comités de gestion qui ont été associés à la recherche-action. Je pense que la plupart d'entre vous savent quel est le rôle et la position des comités de gestion au niveau des centres de santé à la périphérie de nos systèmes de santé. Donc, représentation relative. Mais ce que je veux dire, c'est que la question était éminemment technique et que la dimension communautaire est peut-être également relative par rapport à la question qui était étudiée. Ça se passait essentiellement à l'intérieur du système avec peu d'incidence au niveau des usagers, si ce n'est que la communauté a un rôle à jouer effectivement dans la gestion des centres de santé. Donc en termes de qualité, mais voilà, sans être forcément objectif, effectivement on a eu des difficultés, d'abord liées à la langue. Nous sommes dans une région où la plupart des gens parlent le Fulfulde.
Donc les responsables communautaires sont détenus parlant le fulfulde. Parfois des problèmes d'alphabétisation également. Et puis effectivement, et là ça rejoint la question de Léonard, effectivement parfois des intérêts divergents. Et là, on peut poser la question du pouvoir réel des comités de gestion dans le système de santé au Burkina, en tout cas. Je connais moins les autres pays de la sous-région. Mais en théorie, ce sont eux qui ont la responsabilité de la gestion des centres de santé, mais dans les faits, effectivement, l'essentiel du pouvoir est encore au niveau des ICP. Donc, il ne faut pas demander à une recherche-action qui intervient sur une question bien spécifique avec des interactions ponctuelles, aussi nombreuses soient-elles, de changer complètement le système et la place et le pouvoir des uns et des autres. Donc, pour nous, il s'agissait plutôt d'essayer de mitiguer cette limite, et donc en essayant de réserver des espaces suffisants, espaces de parole, espaces de décision suffisants au niveau des communautés de gestion. Mais ça reste, je pense, une des faiblesses de la recherche pour les raisons précisées déjà, telles que pointées par Dr. Richard. J'ai terminé. À la suite de Ludovic, moi ce que je pouvais ajouter, il faut reconnaître que la sensibilisation a été vraiment bien faite, même si aux différentes réunions du comité de pilotage, quelquefois les responsables des comités de gestion qui sont les représentants des populations ne participent pas. Je pense que les représentants ont été vraiment bien impliqués. Je donne pour exemple, j'étais dans un village à Mansilla où j'ai rencontré le président du comité de gestion, et il me rendait ce témoignage en disant que avant ce projet, la mortalité maternelle et puis mortalité infantile était très élevée. Mais depuis que le projet a démarré, il y a une réduction vraiment considérable de la mortalité maternelle et infantile. Donc, ils ont décidé de mettre, parce qu'ils se sont posé la question, un jour l'ONG pourra se retirer, qui va assurer le financement? Donc, ils ont commencé à mettre en place une mutuelle au niveau du village pour que les gens puissent cotiser pour assurer la relève, même si elle ne peut pas être totale, mais pour pouvoir faire face à certaines dépenses de santé à l'issue de ce projet. Donc voilà, moi je pense que même s'ils ne participent pas de façon active aux réunions, au comité de pilotage, de façon à cause des problèmes linguistiques, je pense qu'ils ont bien compris le projet et eux-mêmes ils envisagent ils ont commencé à mettre en place un mécanisme pour pouvoir financer les soins de santé. C'est ce que je pouvais ajouter. Merci Akam. Alors, la question de la randomisation ou de la technique, en fait, la randomisation est moins une technique qu'un processus de recherche qui permet, soi-disant, d'avoir une bonne preuve sur les résultats présentés. Alors, ce processus, c'est sûr que les puristes de la recherche-action vont vous dire qu'il ne fait pas partie de la recherche-action comme design, et qu'on est dans des designs un peu différents. En même temps, de manière, je dirais, exceptionnelle, il ne faut pas non plus toujours être un puriste, il faut être pragmatique. Et si, dans un processus de recherche-action, il est évoqué à un moment donné le besoin d'avoir un processus de randomisation, pourquoi pas? C'est pas très grave. L'important, c'est qu'il y a un processus clair pour que tout le monde comprenne ce que c'est, comment ça marche, comment ça fonctionne et à quoi ça sert. Et ça, c'est plutôt compliqué et pas évident. Donc, si c'est pertinent, pourquoi pas? Mais c'est souvent peu pertinent dans les recherches-actions que nous faisons les uns et les autres dans les districts. Et la vision émancipatrice d'une recherche-action, oui, vous avez raison, le terme est un peu fort. Alors, il est, et ça serait intéressant d'en analyser, mais il peut être, une recherche-action peut apporter des changements dans un système. C'est le cas ici, puisque c'est un changement majeur
de réflexion, de passer d'un paiement réel à un paiement forfait, et il y a des processus en cours de réflexion au niveau national pour que ça soit étendu, et il y a une réflexion, mais en même temps, il est possible et fort possible que pour certains individus, dans ce type de processus, ceux qui ont participé au processus, il y a également eu un effet intéressant d'émancipation, ou en tout cas d'empowerment, de renforcement du pouvoir d'agir de certaines personnes qui ont participé à la recherche-action. Et là, ça serait certainement intéressant à étudier. Nous l'avons analysé avec une personne qui a fait une thèse de doctorat en santé publique qui s'appelle Omar Samb sur une recherche-action concernant la prise en charge des indigents dans un autre district du Burkina. Et lui, il a parfaitement montré dans sa thèse qu'il y avait un certain nombre de personnes pour lesquelles il y avait eu un effet d'émancipation. Mais je suis d'accord avec vous, c'est pas toujours le cas, mais en même temps, il faut se poser la question, et quand on fait une analyse de recherche-action, voir dans quelle mesure il y a eu cet effet ou pas. Nadège est parti. Hein. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres, en attendant que Nadège revienne, il y a un certain nombre de questions sur le fil de la conversation, mais je pense que c'est aussi des remarques intéressantes et des partages autour de cette question. Donc une question de Léonard sur la recherche-action était fortement influencée par le contexte dans lequel elle est menée. Comment est-ce que le résultat de votre recherche pourrait être utilisé par d'autres pays qui souhaitent évoluer vers la couverture universelle en utilisant le système de paiement au forfait? Est-ce que Ludovic ou Aka, vous avez une réflexion sur cette question? Comment les résultats peuvent être utiles au-delà des... Alors, Léonard avait une autre question sur la validité externe. Alors, peut-être au-delà des deux districts, ça s'est passé à l'échelle du pays et éventuellement sur d'autres pays dans la sous-région. Je vais essayer. Donc, d'abord, en commençant sur la validité interne, donc qui est particulièrement importante, on peut la considérer ainsi dans le cadre d'une recherche-action. Mais étant donné les niveaux à partir desquels se sont réalisées ces interventions, c'est-à-dire à l'échelle d'un district pour le Burkina, on peut considérer la validité externe comme intéressante, comme ayant du potentiel également à l'échelle du Burkina. Et concernant la question qui est quand même, je le répète, assez technique, s'agissant du mode de paiement, du mode de financement des systèmes de santé, en particulier dans des programmes de subvention ou des programmes avec des régimes assurantiels, enfin toutes les initiatives qui sont prises pour améliorer la couverture santé universelle. Oui, personnellement, je considère la validité externe comme étant suffisante pour alimenter des réflexions à l'échelle nationale et même à l'échelle sous-régionale. Ok, merci Ludovic. Alors, il y a une question de Odette Kizerbo à qui on va passer la parole, mais avant, je vais lire la question de Mosema B. Amoti qui est intéressante, qui fait le lien entre, et comme l'autre question tout à l'heure sur la question de l'émancipation, qui rappelle que dans la définition qu'on a donnée au début de la recherche-action, lui ou elle, désolé, s'attendait à ce que la population ait une place plus importante dans cette recherche-action. Donc je pense qu'on pourrait aborder la question, et puis on va passer la parole à Odette Kizerbo, si vous voulez présenter votre question oralement.
Madame Kizerbo, est-ce que vous pouvez mettre le micro et poser votre question? Valérie, elle a écrit sa question. Ah, c'est pas Ok. elle, c'est Raymond qui a écrit. Non, Ok. Alors ensuite, il y a une question de Raymond Taha sur le diagnostic participatif. Le diagnostic participatif pourrait être mis en rapport avec la recherche-action. Bon, alors sur le diagnostic participatif, moi je comprends ça comme un processus de diagnostic, mais qui peut être une des méthodes qu'on peut utiliser dans une recherche-action, mais en même temps, la recherche-action, comme son nom l'indique, elle vise vraiment à l'action. Donc si le diagnostic participatif est un processus qui va permettre, et une des méthodes qui va permettre à l'action de se mettre en place, ou l'action de changer ou de s'améliorer, oui, le diagnostic participatif est complètement intégré dans la recherche-action. Mais il ne faut pas s'arrêter uniquement à faire un diagnostic. Dans une recherche-action, il faut lui permettre de faire changer les choses et de faire évoluer les choses. Alors sur la place de la population, je ne sais pas si Aka ou Ludovic, vous voulez répondre à cette question. Je commence, si en attendant Aka. Sur la question de la participation communautaire et de la population, hein, c'est ça? Oui, c'est les défis.